Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Au pas de tir. On est directement au salon plein air, chasse, pêche, camping, bateau de Québec, la dernière journée le dimanche aujourd'hui. Et je suis avec Donald de Italian Firearms Group, communément appelé IFG. Donald, merci de te prêter au jeu et de nous rejoindre aujourd'hui sur le podcast. Peux-tu rapidement nous expliquer c'est quoi IFG, qu'est-ce que vous faites, c'est qui votre clientèle cible, etc.? D'accord, merci de me recevoir aujourd'hui. Italian Firearm Group, c'est ici au Canada, mais surtout au Québec, on connaît les Buyer Group, donc exemple le regroupement Pro Nature, donc c'est différents magasins qui s'unissent ensemble pour avoir un pouvoir d'achat. Le Italian Firearm Group est un peu le même principe, c'est-à-dire que c'est un regroupement de manufacturiers d'armes à feu qui sont en Italie et qui s'associent ensemble pour avoir un pouvoir d'achat, mais sur le raw material, c'est-à-dire acheter le bois brut pour fabriquer les armes à feu, le métal, les vrisses, bref. Donc, tout ensemble, ayant un meilleur pouvoir d'achat, ça leur donne la chance de pouvoir offrir meilleur rapport qualité-prix. C'est l'objectif. Donc, dans le cas ici présent, pour le Canada, vu qu'on a quelques gun bans. Ouais. Normalement, le regroupement est 4 manufacturiers d'armes à feu. Là, maintenant, ce qui est disponible seulement pour le Canada, c'est 3 manufactures d'armes à feu. La première que je présente, c'est David Pedersoli. David Pedersoli est une compagnie d'armes à feu historique, c'est-à-dire que depuis 1957, la compagnie David Pedersoli s'est spécialisée dans la fabrication d'armes à feu de style vintage, antique et historique. Donc, on va retrouver des armes, comme on voit souvent dans le bout, ça montre, hey, il me semble, ça ressemble à des vieux guns, c'est-tu des vrais guns? Oui, c'est des répliques exactes et opérationnelles. Donc, étant des armes à feu historiques, on peut voir, exemple, ici au salon, des armes à feu de type, un fusil juxtaposé, qu'on va appeler la bohémienne. Et l'arme à feu, la bohémienne, était populaire dans les années 1860. C'est un fusil, justement, de renommée pour les nobles de la noblesse afin de pouvoir aller chasser en tout prestige, si je pourrais dire. Ouais. On voit ça souvent dans les films, les autres, ils sont là avec les chevaux, avec les chiens. T'sais, on a souvent cette image-là que pour eux, la chasse, c'est un petit peu plus, comment dire, c'était une activité sportive qui était un petit peu rehaussée comparativement au commun des mortels, si on veut, là, quand on regarde, comme je te dis, des émissions, des choses comme ça. Fait que je sais pas si c'était vraiment un petit peu la réalité ou si c'est, comme tu dis... Bien oui, effectivement, ce type de chasse-là, ils appellent ça la chasse à la cour. OK. Donc, c'est vraiment, oui, à chevaux et puis avec les chiens, là, les tuniques rouges. Quand on porte une tunique rouge et on va gambader, les chiens vont retracer, faire sortir le coyote, oui, c'est ça, les coyotes, les renards ou même des fois certains volatiles. Si on revient dans Pedersoli, on peut voir aussi évidemment beaucoup de carabines à poudre noire. Ils vont refabriquer, exemple, ici au salon, on a apporté le Hawkins. Le Hawkins qui est un fusil, carabine à poudre noire, calibre 50. Il se fait dans d'autres calibres, évidemment. On va pouvoir trouver également une carabine de trappeur. Et une chose qui est quelque chose d'intéressant à voir pour faire la connaissance du sport de poudre noire. Beaucoup de gens me disent, ouais, poudre noire, c'est obsolète, c'est vieux, bref. Le poudre noire, c'est un sport. Il y a plus de 30 sports aux poudres noires. C'est-à-dire que, à la base, on a 3 types de mécanismes dans le poudre noire. On va avoir ce qu'on connaît tous, le musket cap, donc c'est comme un petit primer qu'on va mettre. Par la suite, on va avoir ce qu'on appelle la pierre de silex, donc vraiment une pierre de silex qu'on va faire taper sur la plateforme, donner une étincelle, exactement. Et la troisième plateforme, c'est plus nouvel âge, qu'on va dire, c'est inline. Donc, on va prendre un fusil à poudre noire qu'on va plier l'action en deux, rajouter un amorce, refermer. Donc, ça, c'est la troisième génération qui est plus récente. OK. Ça, c'est la base. De là, on part que le sport du tir à longue portée, on a le 100 verges, le 500 verges et... Je sais que ça paraît vraiment dur à croire, mais le 1000 verges. Wow, OK. Avec la poudre noire. Avec la poudre noire. Et des mires sèches. Oui, les mires sèches, entre autres, quand on est rendu à 1000 verges, on va utiliser un type de mire vraiment spécifique. Ça ressemble à une plaque de métal d'à peu près 2 pouces de haut. On appelle ça une mire à Creedmoor.
Wow, OK. Fait que là, on va bouger à l'intérieur la mire pour être capable d'élever l'arme à feu. Donc, on donne une angulation à l'arme à feu afin de pouvoir frapper la cible à 1000 verges. Rendu à 1000 verges, ça prend environ 14 secondes à OK. rejoindre la cible. C'est vraiment impressionnant. Et par la suite, pour être capable de faire ça, c'est subdivisé en 3 catégories. Donc, on parle de mire sèche, mais et on va retrouver aussi des télescopes antiques, donc la catégorie Vintage Optic, qu'ils disent en anglais. Donc, c'est des petits télescopes qui ont environ 3/4 de pouce de diamètre. Et là, le télescope peut aller jusqu'à 36 pouces de long, donc la longueur du fusil. C'était comme ça à l'époque, dans les années 1700, 1800, début des années 1900. Donc, ça l'amène une autre sorte de sport, une autre culture. Et la troisième catégorie, eh bien là, on va parler de télescope conventionnel. Donc, quand on multiplie tout ça ensemble, ça fait plus de 27 sports. Toutefois, avec David Pedersoli, il y a quelque chose d'extraordinaire. On a un privilège maintenant qui vient d'arriver avec David Pedersoli ici au Canada. C'est que David Pedersoli est le dernier manufacturier au monde à fabriquer des armes à feu de type fusil à poudre noire. C'est pour ça que je vérifiais mes mots antérieurement. Fusil, ouais. Fusil. Oui. Donc, ici au salon, on peut voir justement un modèle Slugger, que c'est un fusil calibre 12 à poudre noire. Donc, c'est vraiment... On met de la poudre, on met une patch, on va mettre de la grenaille, on va remettre une patch de papier, parce qu'en tissu, ça ne tiendra pas. Donc, on met une patch de tissu, de papier. On va taper le tout, remettre la baguette à sa place, on va monter les chiens, on met les amorces, et puis là, quand on fait comme du pigeon d'argile, poule, mais là, ça ne fait pas poule, bang. Là, c'est poule, clic, pow. Bang. Là, il y a un délai. Wow. Donc, les gens qui disent hey, « moi, je suis bon au trap et au ski », là, c'est un nouveau défi, je vous le jure. Puis, question, est-ce que le délai entre, justement, ce click-pow-là, est-ce qu'il est toujours pas mal constant ou est-ce que ça varie selon l'amorce? Ou ça varie peut selon jouer, l'amorce, ça varie selon l'humidité ambiante, ça varie du vent, ça varie s'il y a de l'eau. La poudre noire, c'est ça. C'est pour ça qu'il y en a qui disent je déteste ça parce que tu as tellement d'aléatoires. Ça l'amène le sport du tir, cible de papier ou de compétition à un niveau tellement supérieur parce que là, tu as même du suspense là-dedans. Tu as tellement d'imprévus. Puis on s'entend, là, ceux qui ont déjà fait du tir au pigeon d'argile savent très bien que plus rapidement tu tires le pigeon quand tu l'as vu, le mieux c'est d'habitude parce que tu as moins de corrections à faire. Là, non seulement tu as le délai, mais il faut que tu continues à ajuster et à compenser pour la trajectoire, l'altitude, la vitesse du pigeon. En attendant que ton coup part, écoute, je pense que même les gens qui sont capables de se taper un 50 sur 50 auraient un beau challenge à essayer ça. Ça serait vraiment cool à voir. Oui, effectivement. Bien, j'invite les gens, si jamais ils ont une chance, on a 3 événements de confirmés ici au Québec cette année, de journée de tir, où ce qu'on va apporter justement ces armes à feu-là. Les gens vont pouvoir les essayer. On a un premier événement le 1er mai au club de tir Label à Sainte-Agathe-des-Monts. Par la suite, on a un second événement le 6 juillet au club de tir de Plessisville. Et finalement, on a un troisième événement qui est confirmé le 9 et le 10 août au club de tir le CRA-FM. Donc, c'est une invitation pour tous. Excellent. Si jamais on veut retrouver les dates, est-ce qu'il y a un site web où est-ce qu'on peut vous retrouver ou est-ce qu'on pourrait justement voir les dates de ces salons-là ou de ces shows-là, de ces événements-là? Et s'il y a d'autres événements dans le futur qui se rajoutent, est-ce qu'on peut vous suivre sur une page web, sur la page Facebook, quelque chose comme ça? Personnellement, non, parce que je travaille pour les manufactures directement. C'est surtout les clubs de tir directement qui font eux-mêmes les annonces. Donc, suivez, abonnez-vous à vos clubs de tir sur les pages Facebook, suivez-les, puis regardez ça. Et puis, essayez d'aller voir. Écoutez, moi, j'ai juste vu j'ai jamais fait de tir à la poudre noire. J'en ai vu tirer, par exemple. Il y a, notamment là, dans certains salons, comme l'Association des collectionneurs d'armes du Bas-Canada, il y a souvent c'est le Blues and Greys of Montreal. Je crois que c'est une équipe qui font du reenactment. Je cherchais le terme en français, là, de la guerre civile aux États-Unis. Et eux, ils ont des armes à poudre noire. Et pendant les salons, quand on fait les salons extérieurs, eux, ils tirent du canon, ils tirent des armes comme ça. Donc, moi, j'ai toujours été fasciné par ça. Surtout été fasciné par le fait que quand il tire le canon, il faut qu'il se bouche les oreilles avec les mains puis qu'il ouvre la bouche. Là. Ça fait des photos quand même assez intéressantes avec la boucane aussi. Oui. Donc, c'est impressionnant à voir. Donc, je suis vraiment content de voir qu'il y a quand même
une continuité à ça, que c'est pas tout à fait disparu, même s'il y a beaucoup de... Maintenant, c'est sûr que la modernité prend place, la facilité prend place, Oui. mais je pense qu'il y a quelque chose à dire pour la tradition aussi, aux côtés de ce qu'il était capable de faire dans les années 1700-1800. C'est vraiment intéressant à savoir. Oui, c'est surprenant de voir autant que c'était des vieilles technologies, on pourrait dire. Toutefois, on voit dans la mentalité populaire à travers le Canada que les gens disent ah, ben, le poudre noire, c'est seulement pour la chasse. Non, 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 ça va beaucoup plus loin que ça. Comme je vous dis, il y a plus de 30 sports reliés aux poudres noires. Et puis, c'est quelque chose, c'est une culture que je veux faire découvrir aux gens. J'invite également ma compétition comme CVA et Tradition à promouvoir aussi, si c'est possible, si on a la chance de le faire, de travailler ensemble, même si c'est mes compétiteurs, de participer et puis d'apporter les nouveaux sports. On a besoin de nouveaux sports. On connaît tous, malheureusement, notre tragédie de notre industrie sur les gun bans. Mais c'est une opportunité pour tous de découvrir un nouveau sport, les sports du tir aux poudres noires. Bien, tu as mentionné les interdictions récentes. Parlons-en brièvement. Je ne veux pas te mettre dans un coin. Donc, sens-toi libre de ne pas répondre si tu ne veux pas non plus. Est-ce que ça vous a affecté, justement, les interdictions? C'est sûr que ça vous a affecté au niveau des interdictions des armes de poing que maintenant, vous ne pouvez plus présenter avec la loi C-21, mais au niveau des armes qui ont été bannies, par exemple, par interdiction en mai 2020 et plus récemment en décembre et en 2024 et en mars 2025, on sait que peut-être il y a d'autres interdictions à venir en plus, tout dépendant, là, avec les élections, c'est à savoir s'il va en avoir en avril ou non. Est-ce que vous avez remarqué une baisse, une hausse? Est-ce que vous avez remarqué un changement peut-être au niveau de la clientèle qui s'intéresse maintenant à d'autres choses? Les impacts, si vous voulez, au niveau de l'intérêt des tireurs sportifs, des chasseurs, au niveau de vos produits. Bien, je vais partir par fait personnel et par la suite à voir partager l'impact que j'ai pu constater parce que je suis représentant à travers le Canada. Je ne travaille pas seulement au Québec. Mon territoire est entièrement le Canada. À l'origine, je suis un représentant pour l'entreprise Springfield Armory, une compagnie américaine historique. L'entreprise existe depuis les années 1600 et ça fait de génération en génération et ça fait partie du patrimoine de la culture américaine. Et c'est un très grand honneur pour moi de les représenter. L'impact personnellement que ça a eu, en 2020, le premier gun ban a détruit près de 50% de mon chiffre d'affaires. Toutefois, ça a eu un impact également extrêmement remarquable au niveau des commerçants qui étaient spécialisés dans les armes sportives de type AR-15 ou M16, M4. Évidemment, oui. C'est frustrant parce qu'il y a beaucoup de gens également qui vendent des accessoires. Parce que c'est comme quelqu'un qui achète une voiture et qui dit, ben là, on connaît toute l'expression anglophone « pimp my ride ». Oui, l'émission aussi. Exact, oui, effectivement. Et bien, c'est ça, c'est que l'avantage de ce type de plateforme d'armes à feu, on peut faire rajouter des télescopes, des bipodes, on peut faire rajouter également des lumières, on peut faire rajouter... L'ergonomie aussi, là, la façon qu'on pouvait ajuster, j'en parlais justement dans ma conférence, l'ergonomie où est-ce qu'on pouvait ajuster le terme français, je l'oublie toujours, mais le length of pull, par exemple, la crosse ajustable sur un AR-15, par exemple. Donc, on peut ajuster la distance pour le tireur, puis on peut passer l'arme à notre collègue qui, lui, peut avoir une distance, un length of pull différent de nous. C'est aussi simple que ça aussi, là, mais ça donne un look tactique parce que c'est noir, puis on a un pistol grip après. Là. Exact. Puis c'est ce qui est triste un peu, c'est que le look tactique semble perturber beaucoup de gens. Mais toutefois, c'était le gros avantage de pouvoir partager le loisir de brûler du papier, si je pourrais dire ainsi, dans une attitude sportive et positive. C'est ça, c'est que avec cette plateforme-là qui a été retirée, beaucoup d'accessoires, d'entreprises qui vendent des accessoires reliés à ça, dorénavant, ne peuvent plus les vendre. Donc, leur chiffre est tombé. Le deuxième gun ban en 2022, plus d'armes de poing. Oui. En coupant les armes de poing, c'est plus de 98% de mon chiffre d'affaires qui a disparu à ce moment-là. Wow. Donc, plus de plateformes chez nous, chez Springfield Armory, on dit plus aucune plateforme Sainte, plus de plateforme M1A, plus aucun 1911 dans les pistolets, plus de XD. Donc,
98 % de mon chiffre d'affaires était détruit. Alors, j'ai dû me tourner et c'est là où je suis allé chercher justement le regroupement IFG pour être capable de continuer, moi, à travailler. J'ai eu cette opportunité, j'ai eu cette chance. Toutefois, des dizaines de magasins par province ont disparu depuis le temps, ne pouvant plus être capables de vendre ces armes à feu qui ont été... Arbitrairement. Oui, que les armes ont été gelées, si on peut dire. Oui. C'est comme ça qu'ils disent ça. Quand vous avez pour 1 million d'inventaire dans un magasin, même si ça ne serait pas dans le domaine des armes à feu, même si vous êtes juste une épicerie, vous avez 1 million d'inventaire, pensez-y, 1 million d'inventaire que vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas vendre, vous ne pouvez pas collecter de taxes. C'est un impact majeur pour le commerçant, mais aussi pour les gens. On ne peut plus partager, on ne peut plus vivre une communauté. C'est une certaine discrimination. Oui, mais tu soulèves un point important parce qu'on a entendu dernièrement dans les nouvelles que le programme de rachat pour les commerçants était maintenant en place, chose qu'on attend depuis plus de 5 ans depuis la première interdiction en mai 2020. Ils avaient promis un programme de rachat. Ils viennent tout juste de lancer le programme de rachat pour les commerçants seulement. Les commerçants devaient s'inscrire et inscrire les armes qu'ils voulaient retourner. J'ai entendu certaines histoires, mais avant de compter ces histoires-là, ce que je veux savoir, c'est que toi, ou peut-être tes clients avec qui tu transigeais, est-ce qu'ils ont été pris justement avec des situations où est-ce qu'il y avait de l'inventaire? Tu as mentionné 1 million d'inventaires qui ne peuvent plus bouger. Est-ce que tu avais toi-même de l'inventaire? Est-ce que tu avais des magasins avec qui tu travaillais qui ont été pris avec de l'inventaire et qui maintenant peuvent revendre au gouvernement leurs armes, quitte à même à perte, parce qu'on s'entend que le gouvernement ne donne pas des gros montants pour ces armes-là. Il essaie de les racheter au plus bas prix possible, qu'ils peuvent se sauver avec sans que les gens grimpent dans les rideaux, comme on va dire. Donc, je réitère la question. Le rachat, est-ce que tu as été affecté? Est-ce que tu connais des gens qui ont eu de l'inventaire comme ça, qui ont peut-être justement dû mettre la clé dans la porte parce qu'ils n'étaient plus capables de continuer leurs opérations à cause de ce problème de cash flow? Je te laisse... J'ai pu constater dans toutes les provinces du Canada, il n'y a pas d'exception à la règle. Oui. C'est fédéral, hein? C'est pan-canadien, c'est pas juste au Québec, là. Exactement. C'est très important de comprendre ça. C'est pas... ici, le Québec a une supervision plus restreinte comparativement à toute autre province du Canada au niveau des armes à feu. Je dois avouer que, oui, effectivement, beaucoup de magasins ont fermé, des dizaines dans chacune des provinces du Canada. Toutefois, beaucoup de magasins ont commencé à donner leurs armes. Cependant, depuis le retour d'armes à feu, aucun magasin a pu me confirmer qu'ils avaient été remboursés. Donc, ils ont redonné leurs armes. Et ça, c'était une anecdote que j'allais mentionner. Là, on a plusieurs sources, selon ce que toi, tu me dis, parce que moi, j'avais entendu la même chose que toi, que les magasins ont retourné les armes qui étaient maintenant interdites, prohibées, qu'ils ne pouvaient plus vendre ou retransférer, parce qu'évidemment, les distributeurs, ils n'auront pas plus de quoi faire avec ça. Non. Donc, ils étaient pris avec, et là, ils les ont redonnés au gouvernement, qui, pour le moment, n'a toujours pas émis un chèque pour l'inventaire qui a été retourné. Effectivement. J'ai pas, en dialoguant, parce que je voyage à travers le Canada, et beaucoup de gens, hey, j'attends mon chèque, j'ai hâte d'avoir mon argent, j'attends mon chèque, j'ai hâte d'avoir mon argent. C'est un stress. Oui. C'est un stress. Comme je disais tantôt, 1 million d'inventaires qui ne bougent pas, ça coûte cher, mais ça va plus loin que ça. Un détail que souvent les gens n'ont pas conscience, c'est ce million d'inventaires-là, c'est un espace X dans le magasin ou dans vos entrepôts que vous ne pouvez pas rentrer d'autres matériels. L'espace dans le magasin est pris, l'espace dans l'entrepôt est pris. Et sans compter, bien là, il y a le chauffage, il y a l'électricité, il y a le personnel. Là, j'ai 1 million d'inventaires, c'est le salaire de quelqu'un que je dois mettre à la porte. Donc, l'impact de ça, je comprends le dialecte du gouvernement de dire, bon, on veut protéger les gens. Je suis entièrement d'accord. Toutefois, j'aimerais apporter un exemple le plus simple. Un exemple très, très simple, un fait. Un simple fait. Disons que tu es un berger. Tu possèdes des moutons. Tu as un champ, tu as des moutons. La vie est belle. Et là, il y a un méchant loup qui arrive. Il mange un mouton. Je vais protéger mes moutons, je vais mettre une clôture. Le loup passe encore et mange un autre mouton.
je vais rajouter un barbelé par-dessus. Et le loup, il revient, il mange un autre mouton. Là, je vais mettre une clôture en ciment. Et le mouton revient. Et le loup revient, il mange encore un mouton. Tu dis, Caroline Debine, je veux bien faire, je veux protéger mes moutons. Je vais leur mettre un collier électronique. C'est la technologie, ça va les protéger. Le loup mange encore le mouton. Tu dis, bon, le loup... OK, je vais mettre une chaîne et je vais visser la chaîne dans le sol jusqu'à 10 pieds de profondeur. Et le loup mange encore le mouton, mais en fin de ligne, qui a perdu sa liberté? Qui est puni? Est-ce le mouton ou le loup? C'est certain que dans ton exemple, c'est le mouton qui perd sa liberté, qui perd sa... Il ne peut plus se promener sur son champ, aller brouter comme il veut. Il est cloué au sol, littéralement, avec sa chaîne. Exactement. C'est là où la situation, je me dois de comparer le fait du gun ban, c'est qu'on punit les honnêtes citoyens alors que le gouvernement tente, d'une certaine manière, de faire le bien. Je respecte l'idéologie. Toutefois, c'est pas en punissant le mouton. Il faut découvrir sans savoir quelles sont la pensée et les gestes du loup. L'intention d'augmenter la sécurité du public n'est pas mauvaise à la base, même qu'on s'entend tous, gauche, droite, libéraux, conservateurs, tireurs sportifs, chasseurs et non-tireurs. On est tous d'accord avec ça, qu'il faut avoir une sécurité. Mais comme tu dis, je pense que tu as vraiment mis le doigt dessus, c'est je fais souvent la comparaison, on vise la mauvaise cible. Donc, il faut pas être surpris quand on n'a pas le résultat escompté à la fin. Exact. Et c'est pas comme si on donnerait une tape aux fesses à un enfant, et disait, bah, tu vas te placer. C'est pas la meilleure source de protection est l'éducation. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'on vous donne un permis de conduire sans avoir appris à conduire? Est-ce qu'on vous donne un permis de pilote d'avion sans avoir appris à piloter un avion? Donc, si les gens seraient plus informés au niveau des armes à feu, s'il y aurait plus de formation, d'information publique, plus de support, plus d'investissement, si les gens apprendraient, comme dans certains pays de l'Europe, lorsque vous allez à l'école, certains pays en Europe, et c'est vraiment sérieux, les gens sont tenus d'apprendre le maniement d'armes à feu ainsi que la RCR. Non seulement, oui, tu apprends à manipuler une arme à feu. Pourquoi? Parce que ce que tu connais, tu ne le crains pas. Donc, c'est une autre culture, c'est une autre mentalité. Et intéressamment, les statistiques démontrent que ces pays où les adolescents et les enfants apprennent le maniement des armes à feu ainsi que la RCR, les arrêts cardiaques, les gens qui décèdent mystérieusement ces dernières années par des arrêts cardiaques, il y en a moins parce que les gens savent faire la réanimation, mais aussi le taux de criminalité est inférieur. Et dans certains pays, en plus de donner la formation, dans certains pays, ce qui arrive, c'est que, bon, comme la Suède, il y a beaucoup de montagnes, donc c'est des barrières physiques. Naturelles. Donc, s'il arriverait, exemple, une invasion d'un autre pays, le temps que l'armée puisse intervenir pour sauver les gens est trop long. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent à chaque citoyen, durant ton éducation scolaire, d'apprendre le maniement des armes à feu. Et à la fin, nous te remettons en tant que citoyen une arme à feu afin de protéger ton pays. Et là, ce que je m'en vais avec ça, c'est que, étrangement, chaque citoyen dans ce pays possède une arme à feu. Savez-vous que le taux de ratio de ce pays est de moins de 0,01%? Mais allons-y par le gros bon sens. Si tu sais que tu es dans un pays et que personne ne possède une arme à feu et toi, tu es un criminel, tu t'es procuré une arme à feu sur le marché illégal, tu as peut-être plus de chances de pouvoir rentrer chez quelqu'un. Tandis que si tu t'en vas dans un pays, tu sais que chaque citoyen connaît le maniement d'une arme à feu et possède une arme à feu pour se protéger et nourrir sa famille. Peut-être moins intéressant en tant que criminel. Effectivement, c'est le principe de le loup, c'est qu'il y a peut-être maintenant un chien parmi ses moutons, pour revenir à ton exemple de tantôt.
écoute, tu as mentionné justement la Suède, puis c'est drôle de voir justement dernièrement dans les médias sociaux qu'il y a eu des politiciens normalement qui sont de gauche promouvoir l'idée, par exemple, d'un Civilian Defense Corps au Canada avec tout ce qui se passe dans le monde, avec tout ce qui se passe avec les États-Unis, et justement de prôner peut-être le maniement d'armes lorsqu'on sait très bien que c'est eux qui veulent nous enlever notre passion, notre hobby, notre chasse, notre tir sportif. Donc, je trouve ça un petit peu quand même hypocrite, si on veut, de promouvoir ça. Mais à la base, je suis d'accord avec l'idée. C'est juste que c'est la personne qui en fait, qui fait la promotion n'est peut-être pas la meilleure personne à le faire. Mais moi aussi, j'ai toujours trouvé que c'était une excellente idée d'avoir des gens que la population en général devrait être formée, justement, de mentionner le RCR. Si tout le monde savait comment administrer les premiers soins dans plusieurs situations, souvent, je pense qu'il y aurait beaucoup de vies qui pourraient être sauvées, notamment peut-être même la nôtre. Oui. On a une blessure, puis on ne sait pas comment arrêter le saignement. Le temps que les premiers répondants arrivent, c'est toi ton premier répondant. La réalité, c'est que ceux qui arrivent pour t'aider, l'ambulance, les policiers, c'est des deuxièmes répondants, même si on les appelle les premiers répondants. Tu es là en premier. C'est toi qui es sur place. Qu'est-ce que tu peux faire pour justement limiter les dommages de ce qui vient de se passer? Si tu n'es pas formé, ben, tu vas peut-être essayer quelque chose et peut-être que ça va marcher, mais il y a peut-être des chances aussi que tu empires la situation. Donc, avoir la bonne information pour pouvoir réagir, je pense que c'est important. Ça commence par, comme tu disais, l'éducation pour tout ça. Revenons, par exemple, à tes produits. On est allé un petit peu loin sur une tangente, mais c'est intéressant quand même d'en parler. Tu nous as parlé de ta ligne de produits, mais je pense que tu n'as pas complètement tout parlé de toute la ligne que tu avais. Non, est-ce que tu veux nous parler vite rapidement, peut-être d'une autre ligne de produits que tu as ici dans le salon, que les gens peuvent peut-être aller voir? Oui, la deuxième, si on suit l'ordre alphabétique, la deuxième entreprise s'appelle FAIR, F-A-I-R. C'est une abréviation pour le terme italien Fabbrica Armi e Resine. Je le répéterai pas. Donc, la compagnie FAIR est née en 1971, étant un manufacturier de pièces d'armes à feu. Et ils sont situés dans la vallée de Gardone. Et la vallée de Gardone, il y a plus de 100 manufactures d'armes à feu, incluant 4 manufactures de l'entreprise que tout le monde connaît bien ici, Beretta. Mm-hmm. Et l'entreprise FAIR a commencé par fabriquer et fournir quelques manufacturiers dans le domaine des pièces. Et maintenant, ils manufacturent des pièces pour les 100 manufactures d'armes à feu dans l'Italie, de la vallée de Gardone, et manufacturent aussi leurs propres armes à feu. Dans leurs armes à feu, ils sont les deuxièmes plus gros manufacturiers de l'Italie dans la fabrication d'armes à feu de type juxtaposé et superposé. OK. Donc, on parle d'armes à feu. Side-by-side et des over-under. Oui, exactement. J'essaie de faire un effort francophone. Non, je sais. Mais c'est parce que des fois, même moi, je le sais pas. Puis là, des fois, peut-être les gens ne le savent pas non plus. Puis j'ai tendance à penser un petit peu plus en anglais à cause de mon travail. Également. Donc, c'est ça. Et on retrouve évidemment, ce qui est le fun avec FAIR, c'est que le choix des calibres est vraiment vaste. On voit même des calibres qu'ici au Canada, on ne voit pas. Ils vont fabriquer des fusils de calibre 12, du 20, du 24. On ne voit pas ça ici, mais là-bas, ils en font. On va trouver évidemment du 16. Ils font également du 28. Ils font du 410 et du 32. OK. Des calibres différents. Oui, quand même. C'est quand même petit. 32. Comparativement du 410, du 32, on parle de quoi la différence de diamètre, par exemple? De pas beaucoup. De pas beaucoup. C'est ça que j'allais dire. Déjà, quand tu tiens un 20, une cartouche de 20 comparativement à une cartouche de 12, c'est presque la moitié du diamètre, ou presque. Oui, presque. Donc là, quand on rentre à 32, je peux pas imaginer comment petit ça doit être. Mais j'en ai jamais... Une 410, c'est à peu près gros comme mon petit doigt ici. Là. Donc, c'est petit. Oui, oui. Donc, on va retrouver, là, évidemment, dans les over-under, side-by-side, on va retrouver justement des armes à feu, autant de base en bois. Je dois spécifier qu'ils ne sont que dans du bois et du métal. Il n'y a aucune arme à feu faite de plastique. Ils ne sont pas là pour offrir un produit abordable, mais un produit fiable et de qualité. Ce qui est intéressant, le malheur des uns fait le bonheur des autres.
sans manquer de respect à mes collègues américains. D'ailleurs, je représente Springfield Armory, qui est une entreprise américaine. La guerre des tarifs, les armes à feu manufacturiers aux États-Unis, on voit malheureusement la hausse du tarif de 25 Oui. ce qui devient, malheureusement pour vous, un désavantage, devient un avantage pour moi. Ce que je vais expliquer, c'est que on peut prendre des armes comparables américaines qui se vendaient parfois jusqu'à 1 000 $ de moins cher. Et là, bien, le prix de détail devient le même prix que mon même produit fabriqué en Italie. Et là, toutefois, bien, vous donnez 25 au gouvernement, tandis que l'arme à feu italienne, vous payez pour le produit italien. On paye pour la qualité, non pas pour un tarif, une taxe additionnelle. Exactement. Donc, ça revient au choix du consommateur de est-ce que si je mets 3 000 $ pour une arme à feu, est-ce que je veux donner 25 dans ce 3 000 que je sais pertinemment qu'il va aller au gouvernement, ou je veux vraiment payer pour le produit, l'œuvre d'art qui est une arme à feu, assemblée, bâtie entièrement en Italie avec un historique, un vouloir d'offrir quelque chose qui est fiable, noble, une beauté qui va durer toute votre vie. Oui, et qui peut être justement passé de génération en génération. Effectivement. Et on le sait très bien, je le dis souvent, les armes à feu ont tendance, assumant qu'elles sont bien maintenues, à conserver leur valeur et à augmenter avec l'inflation de manière linéaire. Donc, on achète une arme à feu aujourd'hui à 500 $, l'inflation monte et elle vaudrait maintenant 750 $ neuve. Bien, celle que vous avez dans votre coffre à la maison va probablement valoir 725. Elle aussi, là. Juste parce qu'elle est usagée et elle a tiré quelques coups. Mais sinon, elle va augmenter elle aussi. Comme je disais, assumant qu'elle est bien maintenue, qu'il n'y a pas de rouille, que le bois n'est pas trop magané. Mais je vais être honnête, même moi, des fois, j'aime ça avoir un petit peu d'historique dans l'arme, pour vous montrer qu'elle a eu une vie. Sans nécessairement endommager la pourriture avec le bois, des choses comme ça, mais vraiment dire que oui, c'est une arme, mais ce n'est pas juste une arme qui a été mise en display, comme on dit en anglais, mais qui a eu un passé, qui a eu un vécu, et qui a peut-être une histoire on peut juste s'imaginer, est-ce que c'était un père qui allait chasser avec son fils, est-ce que c'était une arme, dépendant de la situation, peut-être une ancienne arme de guerre qui a été redonnée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui a maintenant été vendue aux civils comme une arme de chasse et qui porte encore des marques des tranchées, mais qui ont été réparées. On ne le sait pas. Exact. Donc, même si c'est pas une vraie arme historique avec un vrai passé, avec un papier qui dit oui, c'est vrai, on peut quand même s'imaginer ça, et je trouve que ça, c'est quelque chose de beau, parce que c'est notre histoire qui revient en arrière. Ça fait quelque chose de différent que de rester devant nos téléphones et puis nos laptops. Comme je dis souvent, le sport du tir, c'est une activité sociale. Au contraire de ce que les médias nous disent, c'est une culture. Et ça fait partie de la culture canadienne, des Québécois, des francophones, des anglophones du Canada. Les armes à feu, ça fait partie de nos historiques. Ça l'a nourri nos familles de génération en génération. Donc, de dire que, une arme à feu, en réalité, quand on regarde, j'invite à venir les gens voir nos armes à feu italiennes, ce sont des œuvres d'art. Ce sont véritablement des œuvres d'art. Et comme tu l'as mentionné, comme une voiture, comme une montre, certaines catégories prennent de la valeur. Et dans le cas des armes italiennes, peu importe la marque, ce sont des armes qui prennent de la valeur avec le temps. Donc, ça devient un investissement. Donc, les gens qui font de la collection de monnaie, la collection de timbres, il y a des gens, oui, qui font également la collection d'armes à feu parce qu'ils prennent de la valeur. Oui, bien, j'ai mentionné un petit peu plus tôt l'Association des collectionneurs d'armes du Bas-Canada, c'est exactement ça. Exact. C'est principalement, oui, il y a des gens qui sont des anciens chasseurs, des choses comme ça, mais il y a beaucoup d'items historiques de tout genre. C'est du militaria aussi, là. C'est pas juste des armes à feu, évidemment, mais il y a beaucoup de militaria dans ces salons-là qui sont super intéressants. Et je trouve que c'est ce genre d'historique-là qu'on est capable de conserver avec la culture. Et comme tu as dit, c'est tout à fait vrai. C'est pas juste le pigeon d'argile qui est une activité sociale, c'est tout le tir sportif, la chasse. On s'entend très bien quand on va à la chasse. On passe du temps avec nos chums au chalet, au camp, comme on dit. On se prépare, on planifie. Hey, moi, je vais aller là, moi, je vais aller là. On va faire ça. On s'organise en tant que groupe. Même chose pour la pêche en passant. Mais le tir sportif, c'est un petit peu différent. Mais le principe reste le même. On a tendance à vouloir se regrouper avec des gens avec qui on a les mêmes intérêts. On veut s'améliorer. Et honnêtement, la majorité des gens dans le tir sportif, généralement, c'est pas une compétition entre
les personnes. Il y en a un petit peu, c'est sûr, c'est normal, mais la majorité vont souvent dire « Hey, tu as vraiment bien fait, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour m'améliorer, pour essayer d'émuler ce que toi, tu as fait? » C'est toujours une façon comme de se remonter nous-mêmes, de se surpasser. Puis la communauté est vraiment bonne à ce niveau-là. Il y a très peu de politique, comme on dit, là, que des gens qui n'aiment pas un tel ou un tel. En tout cas, moi, j'en ai jamais vu dans mes compétitions. C'est toujours une communauté qui est toujours prête à s'entraider. Puis ça, je trouve ça vraiment beau à voir aussi. Effectivement. C'est une culture. C'est une culture et il faut la protéger. Il faut protéger notre culture. Donc, les armes à feu peuvent être des armes de collection. Et on a des gens qui veulent réduire leur marque de carbone, ne veulent pas laisser d'empreinte de carbone. On parle beaucoup d'économie, écologie, de choses comme ça. Et on a une arme à feu. J'ai eu beaucoup de demandes dans le passé lorsque j'étais le plus jeune représentant avec la compagnie Baïkal. Et la tendance est toujours d'actualité d'avoir des fusils carabines juxtaposés. Donc, c'est-à-dire une arme à feu de type fusil dans un canon supérieur et un canon inférieur qui est une carabine. Ici, en démonstration, dans la marque Fair, on a un fusil canon supérieur de calibre 12 et le canon inférieur est un 308. Donc, l'avantage, bien, le canon est quand même gros. On parle de 24 pouces de canon, ce qui permet de pouvoir, si je prends une marche en forêt, je peux faire un gibier moyen, comme un chevreuil, un ours, grâce à la carabine de calibre 308. Toutefois, avec le fusil de calibre 12, si je vois une gélina, je vais pouvoir faire les deux. On peut faire les deux. Donc, on appelle ça chez Fair, on appelle ça le combi. Simple nom, mais ça veut tout dire. Ça l'explique. Oui, fait que ça, c'est quelque chose de différent. En ce moment, beaucoup de gens connaissent ça dans la marque Savage et dans la marque Kiapa parce que, ils font beaucoup de 410-22. Chez nous, on laisse ça à ces entreprises américaines-là. Nous, on est vraiment plus dans le faire pour la chasse à la sauvagine, plus pour les calibres plus sérieux, sans être irrespectueux. Donc, on offre différents choix, mais dans le fusil, toutefois, on offre que du 20 ou du 12. Et dans les carabines, eh bien là, on offre du 222, 223, 243, 210, 3006. Bref, il y a un bon choix de calibre disponible. Excellent. Écoute, je vais te demander de juste redire les dates et les clubs de tir où est-ce que tu avais des événements, parce que j'aimerais ça que les gens qui nous écoutent, on n'est pas des millions, mais j'aimerais ça que les gens qui nous écoutent ici en direct au salon et les gens qui nous écoutent sur YouTube un petit peu plus tard puissent connaître les dates des événements où est-ce que vous allez être présents, qui vont peut-être voir ou même essayer. Est-ce qu'ils vont pouvoir essayer aussi? Oui. C'est l'objectif. C'est l'objectif, donc parfait. Donc, si vous êtes, je vais vous laisser les dates, allez-y, allez les voir. Je pense que ça va être intéressant. C'est beau de voir des activités comme ça, justement, avec les clubs de tir, où est-ce que les gens peuvent essayer quelque chose peut-être de nouveau qu'ils n'auraient jamais pensé aller chercher dans un autre temps parce que, je ne l'utiliserai pas ou je connais pas personne qui va chasser avec ça. Peut-être que vous allez aimer ça. Donc, je te laisse les dates. Vas-y, répète-moi. Donc, la première date, c'est le 1er mai au Club de tir Labelle à Sainte-Agathe-des-Monts, donc la rive sud de Montréal. La seconde date se trouve à être le 6 juillet au Club de tir de Plessisville, pas très loin de Victoriaville. Et le troisième, c'est un week-end. C'est le 9 et le 10 août au CRAFM de la Chine, Montréal. Montréal. Exact. Et le 9 et le 10, j'invite le plus grand nombre de gens possible parce que cette journée-là, elle est particulière. C'est un concept, c'est une protestation. C'est un événement où ce que nous faisons, nous essayons quelque chose de différent cette journée-là, ce week-end-là. Nous invitons tous les manufacturiers d'armes à feu, tous les manufacturiers d'arcs, tous les manufacturiers d'arbalètes, tous les manufacturiers de PCP, de air rifle, de airsoft, de carabines à plomb, de haches à lancer, de lances à lancer, de front, de slingshot. Bref, tout ce qui est sur la loupe du C-21 et plus, à s'unir ensemble en une seule voix pour découvrir des nouveaux sports, les partager, passer une belle journée, un beau week-end, avoir un sourire et démontrer que ce n'est pas un problème, c'est une solution. C'est un sport, c'est une collectivité, c'est pour le bien de tous. Faire comprendre aux gens que l'industrie des armes à feu, des arcs, des arbalètes et tout ce qui peut être un sport de jet,
c'est pas un problème, c'est une solution sociale. Mhm. C'est des sports, c'est des activités constructives et positives. Excellent. Écoute, David, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de passer sur le podcast. Je te dis merci encore une fois. Allez voir, si vous êtes ceux qui nous écoutent ici en direct, bien sûr, allez au kiosque. C'est le kiosque combiné Mossberg, si je ne me trompe pas. Avec Mossberg, nos amis Mossberg, nous sommes dans le même coin. Excellent. Donc, allez les voir. Et pour ceux qui nous écoutent en enregistrement sur YouTube, je vous invite fortement à aller participer à ces événements-là. Si j'avais des liens sur ta page, j'aurais linké directement. Mais comme on les a pas, écoutez la partie du podcast où est-ce qu'il l'a mentionné. Et puis, ça va être quelque chose de le fun. On va essayer de vous couvrir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un au podcast qui va peut-être essayer de venir voir, peut-être justement faire de la promotion un petit peu de ça, puis peut-être même donner un compte rendu. Je vais voir aussi avec mes collègues si ça serait quelque chose qui serait intéressé aussi à aller voir, participer, puis peut-être donner un petit peu de promotion par la suite, là, voir comment que ça s'est déroulé, comment est-ce que les gens ont apprécié tout ça. Ça va me faire plaisir de te recroiser, évidemment. Puis je vais te souhaiter une bonne fin de salon, évidemment, aussi. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine, tout le monde. Au revoir. Bonjour.